La Californie du Sud. Une région désertique et à première vue inhospitalière. Avec des dunes de sable aussi hautes que des montagnes. La vallée la plus chaude du monde. Et des cratères volcaniques dignes de la planète Mars. Pourtant, les hommes ont toujours réussi à survivre dans cette région, et même à prospérer. Les Amérindiens ont laissé de mystérieuses traces de leur passage. Les explorateurs européens et les missionnaires espagnols ont colonisé ces rivages, et les nababs du cinéma ont créé Hollywood. La Californie du Sud est le paradis des aviateurs. C'est ici qu'un pionnier de l'aviation a conçu un nouveau prototype de bombardier. C'est aussi un terrain militaire. Les nouvelles recrues des forces spéciales américaines viennent faire leurs preuves sur les plages de la région. Certains viennent en Californie du Sud en touristes pour apercevoir leur star préférée. D'autres risquent leur vie pour arriver jusqu'ici, en essayant de traverser l'une des frontières les plus surveillées du monde et des kilomètres de désert hostile. La splendeur de la Californie du Sud vient aussi de ses contrastes. De sa vallée centrale fertile aux rives désolées de la mer de Salton, en passant par le point le plus bas d'Amérique du Nord et par l'un des plus hauts des États-Unis. Un voyage aérien mémorable dans le sud du Golden State, la Californie du Sud. La Californie du Sud regorge de paysages surprenants et souvent désertiques. L'un des plus célèbres porte un nom évocateur, la vallée de la mort. C'est non seulement le lieu le plus aride des États-Unis, mais aussi le plus chaud du monde. En 1913, la température a frôlé les 57 degrés, un record à ce jour, et elle a atteint 54 degrés en 2013. Au cœur du parc national de la vallée de la mort se dressent les dunes Eureka. Ces montagnes de sable auraient 10 000 ans. Elles s'élèvent à environ 200 mètres de hauteur, dans le lit d'un lac asséché. En plein été, il est difficile de croire qu'une quelconque forme de vie puisse subsister ici. Mais malgré leur aridité apparente, ces dunes agissent comme une énorme éponge. Elles retiennent l'humidité en profondeur après la pluie. Cela permet à 5 espèces de coléoptères d'y prospérer, même lorsque la chaleur en surface devient insupportable. C'est l'un des sites les plus impressionnants de la vallée de la mort. En voici un autre, le cratère Ubi-Ibi. Lui ne se dresse pas au milieu du désert, mais semble avoir été taillé dans le sol. Les Amérindiens Shoshone le surnomment le panier du coyote. Ce type de cratère volcanique s'appelle un maar. Il se forme lorsque du magma brûlant remonte des profondeurs de la Terre. Si à l'approche de la surface, le magma rencontre une source d'eau, l'eau se vaporise sous l'effet de la chaleur. La pression augmente dans le sous-sol et provoque une explosion. La roche en surface est pulvérisée et laisse derrière elle un cratère géant. Ce ne sont pas ces bizarreries géologiques qui rendent la vallée de la mort inhabitable pour l'homme, mais ceci. Un immense désert de sel qui s'étend sur une 50aine d'hectares.
la dépression de Badwater. De l'eau chargée de sédiments a déferlé dans cette vallée depuis les montagnes. Elle s'est évaporée et le sel a séché. Les craquelures qui zèbrent le sol sont naturelles, ce qui en fait un paysage en perpétuelle évolution. Quand il pleut, les cristaux de sel se reforment et une nouvelle surface se dessine. À mesure que les forces sismiques poussent les montagnes alentour de plus en plus haut, le niveau de la cuvette baisse. Elle est désormais à 86 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de l'Amérique du Nord. C'est dans cet environnement extrême que se tient un événement sportif à la hauteur du lieu. Chaque année, au mois de juillet, depuis plus de 25 ans, des marathoniens du monde entier descendent dans la vallée de la mort. Ils participent à une course légendaire appelée l'Ultra-Marathon de Badwater. Ils doivent parcourir 217 km, soit un peu plus de 5 marathons ordinaires, et gravir des parois presque verticales. Ceux qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée en 48 heures sont disqualifiés. À l'origine, la course commençait au cœur de la dépression de Badwater, à moins 86 mètres, et se terminait à 4421 mètres d'altitude, au sommet du mont Whitney, le point culminant des États-Unis, en dehors de l'Alaska. Étonnamment, ces deux points extrêmes se trouvent à moins de 130 km à vol d'oiseau l'un de l'autre. Chaque participant choisissait son propre itinéraire. Mais au fil du temps, la direction du parc s'est souciée du bien-être des coureurs. En 2014, elle a interdit la traversée de la vallée de la mort. Aujourd'hui, la course passe par la vallée de l'Owens et la ville de Lone Pine. La température peut atteindre 50 degrés à l'ombre. Une chaleur éprouvante pour l'organisme. Si les coureurs ne s'hydratent pas correctement, ils risquent l'insuffisance rénale, des séquelles cérébrales et même la mort. Le sol est encore plus chaud que l'air et peut atteindre les 75 degrés, de quoi faire fondre les chaussures des participants. En raison de la chaleur extrême, l'ultramarathon n'est pas ouvert à tous. Les équipes de soutien suivent une formation spécifique, notamment pour reconnaître les signes de déshydratation. Elles rafraîchissent les coureurs en leur posant des bandes de glace dans la nuque. Malgré la difficulté de la course, quelques athlètes ont réussi à la terminer seuls, sans aucune assistance. Les derniers kilomètres s'engagent dans la Sierra Nevada, jusqu'à la ligne d'arrivée située à 2548 mètres d'altitude, au bout du sentier pédestre du mont Whitney. Il n'y a pas d'argent à la clé. Ceux qui terminent avant 48 heures gagnent une boucle de ceinture Badwater. Pour les concurrents, la satisfaction d'avoir terminé la course réputée la plus dure au monde est la plus belle des récompenses. Mais tous les coureurs ne s'arrêtent pas à la ligne d'arrivée. Certains poursuivent au-delà du sentier, sur 18 km. Ils gravissent encore 1800 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du mont Whitney. Chaque année, près de 25 000 alpinistes essaient d'atteindre ce point culminant. Mieux vaut ne pas avoir le vertige, car le sentier étroit serpente le long de crevasses et de falaises. Au moindre faux pas, c'est la mort assurée. Ceux qui atteignent le sommet jouissent d'une vue imprenable sur l'immensité désertique.
Ces paysages spectaculaires attirent les amateurs de sensations fortes venus se dépasser. Mais pour d'autres, cette randonnée n'a rien d'un hobby. Chaque année, des centaines d'immigrés clandestins tentent de franchir illégalement la frontière de la Californie du Sud. Voici un autre site naturel exceptionnel, les dunes Algodones. Elles marquent la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un mur de 4,50 m de haut se dresse dans le sable. Construit à partir de 2006 sous la présidence de George Bush, il fait partie des 3000 km de frontières qui séparent les deux pays. Le mur est conçu pour laisser passer le sable entre ses barreaux métalliques, mais pas les hommes. Et quand bien même certains parviendraient à l'escalader, ils devraient ensuite survivre à la traversée du désert. Les dunes Algodones s'étendent à l'extrémité est de la frontière entre la Californie et le Mexique, près de Yuma, dans l'Arizona. La frontière continue en direction de l'ouest et longe la ville de Calexico, ainsi que la région particulièrement hostile de Jacumba. La sécurité intérieure la considère comme une barrière naturelle dissuasive pour les clandestins. Les passeurs qui acceptent de leur faire traverser cette zone le font à prix d'or. C'est notamment pour cela qu'il n'y a qu'une simple clôture ici. Elle empêche le passage de véhicules chargés d'hommes ou de drogue. Car une fois sur la route, ils sont difficiles à rattraper. Plus à l'ouest, en revanche, se dresse un mur infranchissable. Il s'avance dans l'océan Pacifique au sud de la ville de San Diego. Des caméras et des détecteurs de présence surveillent la plage 24 heures sur 24 pour s'assurer que personne ne tente d'escalader le mur ou de le contourner à la nage. Cette frontière sépare des millions de Mexicains et d'Américains dont la famille vit de chaque côté de la frontière. Quand ils veulent se rendre visite, ils doivent passer par le poste frontière le plus fréquenté au monde, celui de San Isidro. Il se trouve dans la banlieue nord de la ville mexicaine de Tijuana. Entrer en Californie du Sud demande parfois beaucoup de patience. Des files de voitures interminables s'étendent sur plusieurs kilomètres. Jusqu'à 50 000 véhicules entrent aux États-Unis chaque jour, ce qui complique la tâche du service de protection des frontières. Beaucoup se font arrêter côté américain pour une fouille approfondie. En plus des véhicules, 25 000 piétons quittent le Mexique tous les jours. Mais pour les premiers Mexicains venus explorer les merveilles et les richesses de la Californie du Sud, il n'y avait aucune frontière à traverser. Car la Californie actuelle appartenait intégralement au Mexique, et encore avant, à l'Espagne. La région est alors un patchwork de terres amérindiennes. Il y a davantage de tribus ici que dans n'importe quel autre État du pays. Au début du XVIIIe siècle, l'armée espagnole quitte le Mexique actuel et remonte vers le nord. Les armes et les maladies ne tardent pas à décimer les communautés amérindiennes et à rayer leur territoire de la carte. Les Espagnols agrandissent ainsi leur immense empire colonial baptisé Nouvelle-Espagne. Ils connaissaient déjà la Californie du Sud. En 1542, le navigateur portugais João Cabrillo commande sous pavillon espagnol une expédition qui part du Mexique vers le nord, jusqu'à la baie de San Diego. João Cabrillo et son équipage sont les premiers Européens à découvrir ce grand port naturel. Un monument à la mémoire du navigateur commémore cet événement. Quand ils débarquent sur ces côtes, ils sont accueillis par 3 membres de la tribu Kumeyaay. João Cabrillo entreprend immédiatement de revendiquer leur territoire au nom de la couronne espagnole.
ce n'est pas pour plaire aux Koumeyés, qui riposte et blesse 3 de ses hommes. L'arrivée de Cabrillo marque le début de la fin pour cette tribu amérindienne et pour toutes les autres en Californie. Il faudra plus de 200 ans à l'Espagne pour établir une colonie permanente dans la région. En 1769, le moine franciscain Junípero Serra conduit un groupe de prêtres et de soldats espagnols dans la baie de San Diego. Sa mission, convertir les Amérindiens au catholicisme. Sa première église est la mission de San Diego de Alcalá. 20 autres ouvrent rapidement leurs portes dans toute la Californie, certaines en plein cœur des grandes villes de l'État, comme San Diego et San Francisco. Celle de San Diego, la toute première de l'histoire, est reconstruite en 1931 après être tombée en ruine. Elle reste l'un des sites les plus visités de la ville. À l'époque du moine franciscain, la baie accueille régulièrement des galions espagnols. D'autres bateaux jettent l'ancre au large des côtes. Aujourd'hui, des embarcations d'un tout autre genre accostent sur les plages de Californie. Voici un aéroglisseur de la marine américaine, lancé depuis Coronado Beach, le terrain d'entraînement des forces spéciales, appelé Navy SEALs. Ces monstres des mers sont des LCAC, des véhicules de débarquement à coussin d'air. Ils sont spécialement conçus pour les offensives amphibies. Ils permettent de débarquer en un temps record des troupes, des armes et même des chars d'assaut. Coronado Beach est la base des Navy SEALs dans l'Ouest américain depuis 1961. Les recrues potentielles viennent ici pour suivre un entraînement de 26 semaines. À la fin de la période d'essai, ceux qui ont fait leurs preuves rejoignent officiellement l'unité d'élite. La 4e semaine est surnommée la semaine infernale. C'est l'entraînement le plus difficile de l'armée américaine. Sur la plage, les candidats doivent réussir plusieurs épreuves en équipe, comme franchir des obstacles et porter des troncs de 150 kg. Ils sont formés à différentes missions à haut risque. Ils doivent notamment savoir conduire des raids nocturnes et poser des explosifs sous-marins. C'est un entraînement hors du commun qui les classe parmi les meilleurs éléments de l'armée américaine. Non loin de là, toujours dans la baie de San Diego, ce sont les nouvelles recrues des Marines qui font leur classe. Ils se battent avec des bâtons rembourrés pour simuler un combat avec des fusils. À la fin de chaque duel, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. D'autres apprennent les arts martiaux et le combat à main nue. Dans 3 mois, les nouvelles recrues rejoindront une section. La Californie du Sud joue depuis des siècles un rôle crucial dans l'histoire de l'armée américaine. Sur terre, en mer, mais aussi dans les airs. Le ciel de la vallée de Los Angeles a vu défiler toutes sortes d'engins volants. C'est encore le cas aujourd'hui. L'un des plus novateurs est celui-ci, le Northrop N9MB, plus connu sous le nom d'aile volante. Il s'agit de l'ancêtre du bombardier furtif B-2. Cet appareil est l'œuvre d'un pionnier de l'aviation, Jack Northrop. Dans les années 1920, il imagine un avion d'un nouveau genre, capable de réduire la résistance au vent. Au lieu de posséder 2 ailes séparées, un fuselage et une queue, il ne possède qu'une seule aile profilée. En 1941, l'aviation américaine commande à Northrop 4 prototypes de son bombardier révolutionnaire. Ils devront mesurer 1/3 de la taille des appareils définitifs. La première aile volante s'écrase et son pilote est tué. Celui-ci est le seul des 4 à ne pas avoir été détruit et il a été complètement restauré. Dans les années 1920 et 1930,
La Californie du Sud est le berceau de l'industrie aéronautique américaine. Le climat sec permet de voler presque tous les jours de l'année. Et les vallées immenses fournissent l'espace aérien nécessaire pour tester de nouveaux modèles. Ainsi, des constructeurs comme McDonnell Douglas, Lockheed Martin, Raytheon et Boeing commencent tous leur carrière en Californie du Sud. Mais l'aile volante reste l'un des appareils les plus visionnaires conçus ici. Dans les années 1950, ce boom de l'industrie aéronautique favorise l'essor d'une ville encore modeste, Los Angeles. Aujourd'hui, Los Angeles, vu du ciel, offre un spectacle impressionnant. Le quartier des affaires abrite notamment la plus haute tour de la côte ouest, celle de l'US Bank. Mais l'un des sites les plus visités de Los Angeles ne se trouve pas dans le centre-ville. Il est perché sur une colline à Brentwood, le Getty Center. Ce campus dédié à l'art abrite un musée et un institut de recherche. Ces jardins sont l'œuvre de l'artiste Robert Irwin, et ces bâtiments ont été dessinés par l'architecte Richard Meyer. Ils sont entièrement revêtus de pierre italienne. La Californie est un État à part aux États-Unis, en raison du nombre et de la variété des merveilles géologiques qui s'y trouvent. De ces pics volcaniques enneigés dans le nord, en passant par ces champs de lave, jusqu'à la côte de Big Sur, d'une incroyable beauté sauvage. Mais l'un des paysages les plus spectaculaires est sans aucun doute le parc national de Yosemite et ses formations de granit. C'est d'ailleurs l'un des parcs les plus visités du pays. Ce qui rend si belles ces montagnes de granit est leur aspect poli. Il y a environ 2 millions d'années, la Sierra Nevada était recouverte de glaciers. Lorsqu'ils ont commencé à fondre et à glisser le long de ces parois, ils ont entraîné dans leur sillage des rochers qui ont poli la surface et créé ce paysage. L'un des plus beaux sites du parc de Yosemite, né de la fonte des immenses champs de glace, est celui des Tuolumne Meadows. À l'est du parc, la Sierra Nevada cède soudain la place à la vallée de l'Owens. Cette vallée aride et la rivière qui la traverse ont joué un rôle capital dans un chapitre de l'histoire californienne. Quand l'ambition démesurée de 2 hommes a vidé une vallée de toute source de vie pour faire de Los Angeles l'une des villes les plus riches au monde. Cette histoire a inspiré le réalisateur Roman Polanski pour son film Chinatown. À la fin du 19e siècle, Los Angeles est une ville en pleine expansion, alimentée par le pétrole et l'arrivée du chemin de fer. Face à l'afflux de nouveaux habitants, les spéculateurs cherchent un moyen de faire fortune avec des parcelles de désert. L'un de ces entrepreneurs s'appelle Fred Eaton. En 1898, il est élu maire de Los Angeles. Pour favoriser l'expansion et le développement économique de sa ville, il cherche une nouvelle source d'eau. Il élabore un plan radical. Puiser de l'eau dans une rivière à 370 km au nord et l'acheminer jusqu'à Los Angeles. Pour mener à bien ce projet fou, il crée un conseil de l'énergie et nomme à sa tête son ami William Mulholland. Avant de pouvoir vider de son eau la vallée de l'Owens, les 2 hommes doivent en acquérir la propriété. En 1905, Mulholland commence à acheter en secret des terres pour la ville. Il prétexte un vaste programme d'irrigation pour aider les agriculteurs. Le temps que les journalistes du Los Angeles Times découvrent le poteau rose, la ville possède déjà une grande partie de la vallée et de son eau. Reste ensuite à acheminer toute cette eau jusqu'à Los Angeles. Et en 1907, l'un des plus grands projets d'ingénierie de l'histoire américaine voit le jour. Pendant 6 ans, des milliers d'hommes travaillent à la construction d'un nouvel aqueduc,
43 d'entre eux meurent pendant les travaux, alors qu'ils tentent de rediriger les richesses de l'Owens vers le cœur de Los Angeles par la seule loi de la gravité. Le 5 novembre 1913, 40 000 habitants se réunissent au pied de ces cascades artificielles en bordure du bassin de Los Angeles. William Mulholland ouvre les vannes et l'eau de la vallée déferle sur la ville. En réalité, alimenter Los Angeles n'est qu'un prétexte à une entreprise plus vénale. Les premières années, l'eau sert surtout à irriguer la vallée voisine de San Fernando. Là, quelques amis de Fred Eaton ont acheté des parcelles pour une bouchée de pain et les transforment en oasis de verdure qu'ils revendent à prix d'or. En 1924, cette route qui serpente sur la crête de la colline de Hollywood est baptisée Mulholland Highway, puis Mulholland Drive. De nombreuses stars ont choisi de s'y établir, comme Warren Beatty, Denzel Washington ou Madonna. Voici la villa de Jack Nicholson, l'acteur principal du film Chinatown qui s'inspire librement de l'histoire de l'aqueduc de Los Angeles. Quand l'acteur fait l'acquisition de cette villa en 1969, il a pour voisin son idole de toujours, Marlon Brando. Les deux acteurs deviennent bons amis. Après la mort de Marlon Brando en 2004, Jack Nicholson rachète sa maison pour 5 millions de dollars. Il la fait ensuite démolir et ne garde que la piscine. Avant la naissance d'Hollywood, les millionnaires de Los Angeles vivaient au fond de la vallée. L'un des premiers habitait cette villa. Il a contribué à faire de cette petite ville poussiéreuse en plein désert une gigantesque métropole. Cet homme s'appelait Edward Lawrence Doheny et il a fait fortune dans le pétrole. Dans les années 1890, Doheny s'aperçoit que du goudron suinte du sol de la ville. Il creuse un puits et le 20 avril 1892, il découvre un premier gisement sous une résidence privée. Très vite, des derricks apparaissent partout dans la ville et Doheny devient un homme riche. Des dizaines de milliers d'ouvriers affluent pour travailler dans les champs pétrolifères et Los Angeles est définitivement transformé. Le réalisateur Paul Thomas Anderson s'est inspiré de son histoire pour le film There Will Be Blood. Ici, à Inglewood, les machines pompent encore l'or noir 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Los Angeles reste l'une des premières régions productrices de l'État de Californie. Au XXe siècle, à mesure que les quartiers se développent autour des gisements, l'industrie pétrolière fait beaucoup d'efforts pour polluer le moins possible le paysage. Des solutions ingénieuses sont mises en place tout près de la côte de Long Beach. Dans les années 1960, les compagnies pétrolières construisent des îles artificielles pour masquer leurs plateformes offshore et continuer de puiser dans le gisement de Wilmington sans déranger personne. Ces îles évoquent des hôtels de luxe avec leurs palmiers et leurs grands bâtiments. Tout cela dans un seul et unique but, ne pas gâcher la vue des habitants de Long Beach. Les grands industriels ont joué un rôle essentiel dans la fondation de Los Angeles. Puis, au début du XXe siècle, des magnats d'un autre genre prennent la suite. Les producteurs de cinéma venus de la côte est des États-Unis. L'étendue de leur influence est symbolisée par 9 lettres suspendues à flanc de colline. À l'origine, cette inscription n'a rien à voir avec l'industrie du cinéma. Elle est posée en 1923 dans le but de promouvoir un futur quartier résidentiel baptisé Hollywoodland. Une fois le nom de Hollywood devenu célèbre, les 4 dernières lettres ont été décrochées. Alors que les lettres commencent à s'effondrer dans les années 1970, des acteurs réunissent des fonds pour payer les réparations. Le musicien Alice Cooper finance l'un des hauts,
en souvenir de Groucho Marx. Aujourd'hui, ceux qui se rendent à Hollywood se contentent souvent d'observer ces lettres blanches à distance. Ils préfèrent descendre sur Hollywood Boulevard pour emprunter le légendaire Walk of Fame, la promenade de la célébrité. En 1953, Los Angeles commence à perdre un peu de son éclat. Pour faire revenir les touristes, le président de la Chambre de commerce a l'idée de faire poser ses étoiles en l'honneur des stars de la ville. L'opération démarre en 1958 et c'est une réussite. Le Walk of Fame est aujourd'hui un symbole incontournable de Los Angeles. Pour avoir son étoile, il faut obtenir l'approbation d'un comité. Reste ensuite à débourser la somme de 30 000 $ pour la faire poser sur le trottoir. Le long de la promenade, une foule de curieux se presse devant le Chinese Theatre, où se tiennent de nombreuses avant-premières. Pendant des décennies, son propriétaire, Sid Grauman, demandait aux acteurs de laisser leur empreinte de main, de pied, ainsi que leur signature dans le ciment frais de la cour. Le Chinese Theatre ouvre en 1927, à l'époque où la plupart des films étaient tournés en studio. Aujourd'hui, il ne reste à Los Angeles que ceux de Paramount Pictures. Fondé en 1916 par Jesse Lasky et Adolphe Zukor, ce sont les plus vieux studios encore en activité à Hollywood. De nombreux chefs-d'œuvre du 7e art ont été réalisés ici, derrière ces portes célèbres. Des légendes du cinéma comme Mae West, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor ou encore Harrison Ford ont fréquenté ces studios. Plusieurs décors représentent les rues de New York et de Chicago. Des scènes de séries américaines telles que Seinfeld y ont été tournées. Les studios ont même leur propre scierie, ce qui permet de construire des décors sur commande et sur mesure. À moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'un film de cow-boy lancé au galop dans les grandes plaines de l'Ouest. Pour les décors de western, les équipes de tournage se rendent dans la Santa Clarita Valley, à 50 km de Los Angeles. Ce ranch est l'un des nombreux décors extérieurs conçus spécifiquement pour Hollywood et la télévision. Des séries comme Shérif, fais-moi peur ou encore 24 heures chrono ont été en partie tournées dans ces collines. Cette ville espagnole a été reproduite de toutes pièces. C'est le décor de western idéal pour mettre en scène les batailles de cow-boys et d'indiens qui sont monnaie courante sur les écrans hollywoodiens depuis des décennies. Non loin de là, niché dans les collines à l'extérieur de la ville, se trouve un autre lieu autrefois très fréquenté par les stars de cinéma. Non pas pour jouer un rôle, mais pour tomber le masque. Pendant des années, au pied des monts San Jacinto, un hôtel de luxe accueillait le tout Hollywood, le Gilman Hot Springs. Mais en 1978, l'établissement fait faillite. Il est revendu à de mystérieux acheteurs qui l'auraient payé 2 400 000 € en espèces. Leur identité ne tarde pas à être révélée. Ils appartiennent à l'église de Scientologie. L'organisation fait rapidement de l'ancien hôtel son siège international. Aujourd'hui, la propriété de 200 hectares baptisée Gold Base est toujours le quartier général de l'église de Scientologie. Son fondateur, l'écrivain de science-fiction Ron Hubbard, l'a créé en 1953, peu après la publication de son livre sur la Dianétique. Rapidement, il ouvre des centres un peu partout dans le monde. Si John Travolta et Tom Cruise sont connus pour appartenir à l'organisation, d'autres personnalités du cinéma s'y sont impliquées avant eux. Gold Base abrite les bureaux du nouveau dirigeant David Miscavige,
ainsi qu'un grand studio où sont tournés des films de propagande traduits dans 15 langues. D'anciens membres de la scientologie affirment que le siège sert également de centre de correction. On raconte que lorsque des membres de l'Église menacent de démissionner, ils seraient envoyés ici pour être remis dans le droit chemin. À l'occasion de procès et de divers témoignages, plusieurs ex-scientologues affirment avoir été détenus dans un bâtiment surnommé le Trou. Ils devaient y travailler et rester éveillés nuit et jour, presque sans manger, pendant plusieurs mois. D'autres affirment avoir été victimes d'abus physiques et psychologiques par le dirigeant lui-même. Des accusations que la direction dément fermement. Vue du ciel, la propriété a des allures d'établissement pénitentiaire. Une clôture, des détecteurs de mouvement et des caméras cernent tout le périmètre. Les nouveaux membres doivent signer un contrat d'1 milliard d'années, preuve de leur engagement éternel. Le manoir de Ronebard, baptisé Bonny View, surplombe le site. Le fondateur de la scientologie n'y a jamais vraiment vécu. Il est mort en 1986. Pourtant, l'Église continue d'entretenir le manoir et ses jardins et de préparer le personnel de maison pour le grand retour sur Terre de Ronebard. La Californie du Sud a toujours été une terre de rêveurs, à l'image des premiers explorateurs espagnols qui ont débarqué sur ses rivages. C'est d'ailleurs de là que la Californie tiendrait son nom. Un roman espagnol du XVIe siècle raconte l'histoire d'une reine qui habite sur une île paradisiaque du nom de California. L'île est gouvernée par de valeureuses guerrières et elle renferme un fabuleux trésor. Pendant longtemps, les marins espagnols croient en l'existence de cette île mystérieuse. Quand ils débarquent pour la première fois sur la côte pacifique, ils décident de baptiser ce nouveau paradis California. Certains sites naturels de Californie du Sud ont très peu changé depuis leur découverte. L'un d'eux se niche dans le sud-est de l'État. Il abrite des formations rocheuses très anciennes au bord du fleuve Colorado, qui sépare aujourd'hui la Californie de l'Arizona. Pendant longtemps, le fleuve débordait de façon régulière. Les crues déposaient des couches de nutriments sur ses berges, et le sol fertile attirait de nombreuses tribus amérindiennes. L'une d'elles a laissé des vestiges archéologiques qui représentent encore aujourd'hui un mystère. Contre toute attente, le sol poussiéreux du sud-est de la Californie renferme les traces d'un passé culturel très riche. En 1931, un pilote qui se rendait à Los Angeles aperçoit d'étranges silhouettes gravées dans le sol du désert. La plus grande mesure 52 mètres de long. Les archéologues découvrent rapidement que ces géoglyphes ont sans doute plusieurs centaines d'années. Le climat chaud et sec a favorisé leur conservation. Les auteurs de ces dessins ont tout d'abord gratté la couche supérieure de la roche pour tailler la couche inférieure, plus fine. Ces vestiges se trouvent à l'extérieur de la ville de Blythe, d'où leur nom de Blythe Intaglios. Les chercheurs ignorent encore qui les a créés et ce que signifient ces silhouettes. En tout, une dizaine de formes et un labyrinthe sont visibles du ciel. Aujourd'hui, la région connaît un nouvel essor économique grâce à l'énergie solaire. De nouvelles réglementations environnementales au niveau local et national stimulent le développement des énergies renouvelables. Cette centrale compte 600 000 miroirs qui emprisonnent la chaleur du soleil et produisent assez d'électricité pour alimenter près de 90 000 foyers par an. Quand les ouvriers l'ont construite en 2011, ils ont déterré environ 3 000 objets amérindiens,
dont des outils et des ossements humains. Il n'a jamais été facile de survivre dans cette région hostile. La ville de Bombay Beach en est d'ailleurs le parfait exemple. Vue d'en haut, on pourrait croire à une base spatiale sur Mars, à l'exception du lac. L'histoire de Bombay Beach n'est pas banale. Et elle sert d'avertissement à quiconque serait tenté de vivre dans une oasis en plein désert. En 1905, un barrage cède sur le fleuve Colorado. L'eau s'engouffre vers l'ouest et inonde une vallée désertique à plusieurs kilomètres de là. Il faut 1 an et demi aux ingénieurs pour réparer le barrage. Mais le mal est fait. L'inondation a créé un immense lac salé, la mer de Salton. Le lac offre un paysage fascinant. C'est le plus vaste de tout l'État de Californie. Un lac en plein désert, formé par accident. Dans les années 1960, des promoteurs immobiliers en font une destination de villégiature privilégiée. Ils vendent des terrains par dizaines. Ils emmènent parfois leurs clients en avion pour acheter des propriétés vues du ciel. Ils font construire un parcours de golf et un club nautique. Des stars comme Frank Sinatra et les Beach Boys fréquentent régulièrement la station balnéaire. Mais le vent ne tarde pas à tourner. Une fois le barrage réparé, la mer de Salton n'est plus alimentée que par l'eau des champs alentours. Au fil du temps, du DDT et d'autres pesticides se déversent dans le lac. Ils tuent des poissons et des espèces d'oiseaux vulnérables. À mesure que le lac agonise, plus personne ne veut plonger dans ses eaux salées, ni se prélasser sur ses plages poussiéreuses. Et la ville de Bombay Beach est peu à peu désertée. L'avenir de la mer de Salton est très incertain. Une catastrophe écologique se profile. Si le lac s'assèche complètement, le limon et le sel déposés sur son lit seront soulevés par le vent sous la forme de nuages de poussière toxique. La mer de Salton a été créée par accident. Mais au nord de Los Angeles, c'est l'association de l'eau, de l'intervention humaine et du climat qui a créé l'une des vallées les plus riches du monde. La Californie du Sud est connue pour ses déserts inhospitaliers, ses immenses installations pétrolières et ses prouesses technologiques qui ont rendu la vie possible en milieu aride. Mais ce n'est pas uniquement une région désertique. C'est même tout le contraire dans la vallée centrale. Longue de 700 km, la vallée centrale commence à Bakersfield et s'étend vers le nord. Elle englobe Sacramento, la capitale de l'État, et se poursuit jusqu'à Redding, à 150 km de l'Oregon. Dans ces champs cultivés, rien n'indique que la Californie connaît la pire sécheresse de son histoire. Grâce aux aquifères, de vastes réservoirs naturels d'eau souterraine, les arroseurs tournent sans relâche pour transformer un sol naturellement aride en une terre fertile. Avec 300 jours de soleil par an, la vallée centrale fournit plus de 25% de toutes les cultures consommées aux États-Unis et 90% de la production mondiale d'amandes. Les agriculteurs se battent au quotidien pour irriguer leurs champs et faire de la vallée centrale l'une des régions agricoles les plus productives au monde. L'une des principales cultures de la vallée se repère de loin, du moins après la récolte. Les carottes. 85% des carottes consommées aux États-Unis poussent ici. Cette exploitation traite à elle seule près de 3 millions de kilos de carottes par jour. Il suffit d'1 heure pour préparer les carottes à la vente. Elles sont tout d'abord lavées dans des camions. Puis elles sont déchargées et lavées à nouveau.
Elles sont ensuite triées, pelées, coupées et enfin emballées pour être vendues. Dans les années 1980, un producteur du nom de Mike Jurosek cherche un moyen de recycler les carottes non calibrées et donc invendables. Il a l'idée de les tailler pour obtenir de petits légumes de 5 cm. Aujourd'hui, tous les supermarchés du pays commercialisent ces mini-carottes. La productivité de la vallée centrale doit beaucoup à sa main-d'œuvre. Dans les années 1930, une vague d'ouvriers agricoles arrive dans cette région, après avoir traversé les grandes plaines pour fuir la sécheresse en Oklahoma et au Texas. Le gouvernement américain construit des camps pour loger les nouveaux arrivants. Les vestiges du camp de Wheat Patch s'étendent au sud-est de Bakersfield. Jusqu'à 500 ouvriers habitent ici et mènent une existence misérable en travaillant au champ. Les fondations de leur simple cabane sont encore visibles. L'écrivain John Steinbeck se rend à Wheat Patch pendant la Grande Dépression. Dans son roman « Les raisins de la colère », il raconte la vie de ces hommes et femmes venus chercher une vie meilleure en Californie. Le travail acharné de ces ouvriers agricoles a contribué à faire de la vallée centrale la région riche et fertile qu'elle est aujourd'hui. Le camp de Wheat Patch accueille encore parfois des saisonniers venus du Mexique et du centre des États-Unis pour récolter plus de 230 variétés de cultures. Oranges navelles, noix de pécan, amandes, raisins, abricots, asperges. Toutes ces richesses qui font partie des multiples trésors de la Californie du Sud.